Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de F1, Formule 1, et oui, ce sport que j'affectionne beaucoup, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis ça de façon très assidue et j'ai découvert ce sport avec la série Drive to Survive, donc aujourd'hui ça tombe bien, je vais vous faire la critique de cette série, la saison 4 qui vient de sortir sur Netflix et vraiment je vous le dis d'emblée, je vais pas tourner autour du pot et faire un faux suspense. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, même si vous y connaissez rien, même si vous aimez pas le sport automobile ou le sport en général, je pense que vous risquez de tomber amoureux. Moi, ça a été mon cas, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette série. Depuis, j'ai suivi la saison de F1, j'ai pas loupé une course, si ce n'est la première de Bahreïn, mais sinon toutes les autres, j'étais là les dimanches devant mon écran à suivre tout ça. J'ai même acheté un setup avec le volant pour me plonger un petit peu plus dans ce sport et ressentir tout ça. Donc, je m'apprête bientôt à aller voir le Grand Prix de France aussi, je l'espère. Donc écoutez, voilà, je suis tombé amoureux avec cette série et c'est un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mon propos est le suivant, c'est que ça pourra plaire même à ceux qui connaissent rien, vraiment, ça vaut le coup parce que c'est raconté comme un film en fait, la saison de Formule 1, donc à chaque fois ça reste spectaculaire, surtout que ce sont des voitures qui vont à plus de 300 km/h parfois. C'est le sport le plus spectaculaire au monde, le plus dangereux et le plus physique, peut-être l'un des plus physiques, parce que les pilotes perdent plusieurs kilos par course. Ils sont comme dans un sauna, dans des températures à 50 degrés, avec leur combinaison et tout ça. C'est de la folie. Vraiment, on ne se rend pas compte de tout ça de l'extérieur, parce que pour nous, ce sont juste des voitures qui vont vite, qui tournent vite, mais les conditions qui sont les leurs sont extrêmes. Donc voilà. Écoutez, et pour ceux qui connaissent bien le sport, qui connaissent bien la F1, qui ont vu la saison 2021, je pense que ça peut vous plaire parce qu'on apprend des choses. Et oui, on apprend plein de trucs. Et pour moi, j'aimerais insister là-dessus. Beaucoup de gens passent à côté de cette réalité. Le charme de Drive to Survive, au-delà de revoir la saison avec un point de vue différent, c'est d'avoir des séquences inédites. Et c'est là toute la force de ce show et ce format qui, je pense, va encore plus se développer, qui risque d'apparaître avec le foot, avec le basket et d'autres sports, parce que voilà, la F1 a connu un regain de popularité. C'était un sport vieillissant avant que Netflix fasse son show, et depuis, plein de gens ont découvert ce sport qui est devenu très populaire avec les jeunes. Donc écoutez, certains voient ça d'un mauvais œil, ils sont un petit peu égoïstes. Ah non, je veux garder la F1 pour moi, je veux pas partager. Moi, je suis pas comme ça. Je pense que c'est bien que d'autres personnes découvrent, et moi-même j'en ai fait partie par le passé, donc pourquoi pas. Écoutez, c'est bien raconté. Donc certes, il y a de l'exagération, c'est ce qu'on reproche beaucoup depuis les propos de Max Verstappen, qu'on ne voit pas dans le show justement, et c'était l'un des candidats au titre, donc c'est un petit peu dommage de pas le voir. Mais lui, ce qu'il a reproché à ce show Drive to Survive, c'était l'exagération, d'inventer des rivalités entre les pilotes, de faire du storytelling, de l'action à outrance, et voilà, peut-être mentir parfois. Et écoutez, moi, pour vous dire mon point de vue, j'ai pas trop ressenti ça. Je vais développer, mais certes, il y a de l'exagération, mais il faut bien comprendre que la façon dont tout cela est raconté se base sur plusieurs points. Le premier, c'est que Netflix va baser ses équipes avec une écurie à chaque moment de la saison. C'est-à-dire qu'ils vont pas être partout à la fois. Ils vont suivre une écurie en particulier, par exemple dans l'épisode 2, McLaren. Donc, ça peut être un peu bizarre. J'ai vu cette critique parfois, de se dire « Ah, ils vont insister sur telle course et à tel moment », qui est insignifiant en fait. Oui, c'est vrai, mais parce que leur équipe, à ce moment, s'intéresse à ce fait donné. Donc voilà, ils peuvent pas être partout à la fois, donc ils loupent certaines choses parfois, mais en général, ils gardent les éléments les plus importants. Et deuxième point aussi, c'est que ils donnent la parole aux protagonistes de ce sport. Donc on a les pilotes, les chefs d'écurie, donc ils sont les plus légitimes pour raconter tout ça de l'intérieur avec leur point de vue. Mais là où ça peut créer des problèmes, c'est qu'on donne beaucoup la parole aux journalistes, et notamment Will Buxton, que vous connaissez bien,
de la chaîne anglaise, le journaliste anglais qu'on voit sur F1 TV notamment, c'est vrai que c'est un petit peu le narrateur de ce show. On le voit très très souvent et c'est lui qui raconte tout ça comme s'il avait la vérité en fait. Voilà. Il sous-entend très peu de doutes. C'est il s'exprime, ça se passe comme ça, lui il est comme ça, lui il pense ça, lui ceci. Alors certes, c'est un insider, il a des infos en plus, mais il n'a pas non plus toute la vérité, et c'est là où ça peut être problématique, donner autant la parole à un journaliste. Alors oui, il faut bien un narrateur, mais tout de même, il n'y a pas de part de doute dans les propos, et c'est là où il peut y avoir de l'exagération et où on peut s'égarer. Voilà. Donc, il y a du storytelling, il y a de l'exagération, c'est vrai, mais je pense que c'est pas non plus trop. Voilà. Il n'y a pas non plus la saison n'est pas dénaturée. J'ai retrouvé ce que j'ai suivi en fait en tant que spectateur. Je l'ai retrouvé, c'est la même chose. Si ce n'est que c'est de l'intérieur, qu'on a des points de vue différents, on a des choses qui sont peut-être exagérées par Netflix, parce qu'il faut parler aussi du montage, selon comment on rassemble les séquences, ça peut changer tout l'ensemble, donc là aussi ça joue beaucoup. En tout cas, pour moi, ce qui reste la force de ce show, ce sont les séquences du quotidien. Moi, c'est pas de revoir les différentes courses et tout ça, même si c'est plaisant, hein, parce que c'est raconté comme un film, c'est spectaculaire, il y a de l'action et tout, mais pour moi, le plus important dans ce show, ce sont toutes les séquences inédites capturées par Netflix, que même Canal+ n'a pas pu saisir. Voilà. Même eux qui font beaucoup de documentaires, de reportages, etc., qui sont sur place, des fois, ils sont limités. Hein, ils peuvent pas rentrer dans les garages, ils peuvent pas rentrer dans ces endroits-là, dans les moments les plus chauds, les plus importants. Netflix, eux, ils le font à plusieurs reprises. Hein, ils n'ont pas la porte ouverte à 100% non plus, mais ils sont au milieu du paddock, ils sont dans les garages, ils sont dans les réunions techniques, ils capturent un petit peu tous ces moments, et même des moments du quotidien. Hein. On voit par exemple dans l'épisode 1, j'ai oublié son nom, Christian Horner, voilà, de Red Bull, en train de faire du cheval. On voit Toto Wolff dans un jet privé. On le voit à Monaco sur un petit bateau pour arriver sur la course. Donc tous ces moments avec leur famille, leurs proches, ça rajoute de l'émotion. Donc on a des moments d'humour, on a les entraînements avec les pilotes où c'est très tendu, c'est difficile, on a les doutes, on a les séquences dans le paddock, on a toutes les tensions autour de l'aspect financier, les sponsors, tout ça. Donc c'est pas simplement arriver le premier, le meilleur pilote et tout ça, on s'intéresse à l'ensemble de ce sport, et c'est là où je dis ce show est très intéressant parce que on parle un petit peu de tout. Voilà, c'est assez global, on s'intéresse pas qu'à un point donné au meilleur et puis c'est tout. Non, on parle même des plus petites équipes, et du coup, en tant que débutant, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant ça, ça a été une bonne initiation à la F1, Drive to Survive, parce que j'ai eu une vue d'ensemble, et lorsque j'ai commencé à regarder les courses, j'étais pas perdu et je connaissais les différents protagonistes, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais commencer par vous parler de la chute de Mercedes en pré-saison. Ils évoquent les doutes autour de leur voiture. Ça, j'ai été étonné parce qu'en tant que spectateur, comme quoi des fois on peut avoir une perception et de l'intérieur c'est totalement différent. Donc Toto Wolff le dit, on a pris de mauvais choix avec la voiture, ce qui est fait est fait. Donc pour eux, la Mercedes, en début de saison, elle était pas bonne, ils le savaient d'emblée, alors que nous, de l'extérieur, on le ressentait pas trop. Hein. Mercedes qui gagne la première course, qui reste assez rapide. Hein. Hamilton, il me semble qu'il gagne aussi à Barcelone et au Portugal. Donc voilà, on ressentait pas trop ça comme ça, mais pour eux, vraiment, la voiture était pas bonne. Il y avait de vrais problèmes. Et écoutez, voilà, j'ai été étonné. Les explications, d'ailleurs, elles sont bien amené, voilà, avec les différents intervenants, notamment pour les débutants. Parce que oui, il y a des gens qui vont regarder ça et qui connaissent rien. Donc ça reste dans les explications pas trop techniques. Voilà, on va pas rentrer
trop dans les détails parce que vraiment, si vous vous plongez là-dedans, c'est hyper compliqué. Même moi, en ce moment, hein, après un an d'assiduité, ça m'échappe. Voilà, ça reste trop compliqué pour moi encore. Mais tout ce qui concerne les setups et tout ça, des différentes voitures, les réglages techniques, et ben ça, c'est pas abordé dans le show. Vraiment, on parle très très peu de l'aspect mécanique. On va se focaliser sur les pilotes, les performances. Ça, c'est évoqué parfois, mais vraiment, ça reste très très loin. Donc ça permet au spectateur lambda de comprendre et de pas être perdu. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué pour les débutants, comme je vous le disais, parce que je prends l'exemple de l'épisode 1. On va nous raconter ce que sont les qualifications. Et pour moi, les qualifs, je surkiffe ça. Le samedi après-midi, même ça, je le suivais, j'aime trop. Je préfère même ça, limite, aux courses, parce qu'il y a toute cette tension. En fait, chaque voiture doit enregistrer le meilleur chrono. Et selon le classement des chronos, la grille de la course du dimanche est établie. Donc, ils prennent plusieurs minutes pour nous raconter ça dans l'épisode 1. Et pourtant, c'est la 4e saison. On est censé savoir ce qu'est une qualification, mais ils reviennent encore là-dessus, aux fondamentaux, surtout par rapport au point important de l'épisode. Même si on l'a déjà vu dans le passé, ils vont pas hésiter à réexpliquer. Donc les gens ne sont pas perdus. Je pense que c'est positif parce que cette série, après tout, elle est destinée au public mainstream, même si ça peut nous parler à nous qui suivons ce sport, ça peut nous parler parce que pour nous ça sera un storytelling, mettre les événements en place, même si parfois ça peut être développé un petit peu trop longtemps à notre goût, mais je trouve que dans l'ensemble ça passe. Alors on a des images exceptionnelles, oh franchement, passer de F1 TV à ça fait un choc parce que voilà, les caméras de Netflix enregistrent de très belles images. On a aussi les caméras embarquées qui sont différentes, hein. C'est pas le flux direct qu'on a au cours de la saison, hein, avec les caméras intégrées aux voitures et aux casques. Là, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire que voilà, on a le flux original, donc à l'intérieur des voitures, mais aussi des images exclusives de Netflix, notamment dans les interviews. C'est très très beau sur ce fond noir, j'aime beaucoup, mais aussi les caméras en hélicoptère, en vue aérienne, en drone, les caméras au sol, un petit peu partout sur la piste, des journalistes qui sont un petit peu partout avec des caméras pour enregistrer tout ça, et on en prend plein les yeux. Et dès le premier épisode, la course de Bahreïn, au Moyen-Orient, ils font la course de nuit parce que les températures sont énormes. Et du coup, pour moi, ça reste mes préférés, hein, les courses de nuit. C'est spectaculaire, avec ces fortes lumières pour éclairer la piste. Vraiment, lorsqu'on voit tout ça de haut, avec les plans larges, waouh, c'est splendide. Donc vraiment, on en prend plein les yeux dans ce show et ça se limite pas qu'à cet épisode-là, vraiment, même à Monaco, par la suite, c'est bien emmené, vraiment, c'est sublime. Et encore une fois, hein, les fameux pit stops qui viennent marquer chaque épisode, hein, ça c'est mon coup de cœur, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Alors oui, Verstappen, il n'est pas au micro de Netflix cette année, je vous l'ai déjà dit, ça aussi au début de cette vidéo, mais tout de même on le voit. On le voit parce que il s'exprime parfois avec les journalistes, comme chaque pilote, et les caméras de Netflix sont présentes au milieu des caméras des autres journalistes. Donc ils ont l'occasion de filmer des séquences. On a même des séquences un petit peu personnelles, je vais pas dire intimes, mais personnelles dans le paddock, où on va réussir à filmer Verstappen, qui va avoir une interaction avec quelqu'un, qui va faire un petit coucou, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui est absent de la saison. Alors certes, c'est dommage, c'est un concurrent majeur de la saison au titre, donc on aurait aimé avoir son ressenti. On a celui d'Hamilton, on n'a pas celui de Verstappen, c'est dommage, mais malgré tout, ça reste intéressant, regardable. Voilà, ça ne dénature pas l'intérêt du programme qui se base en grande partie sur la rivalité entre les deux. Pour parler de cette course de Bahreïn, et pour vous expliquer un petit peu comment le show est un petit peu mis en place, je trouve que la tension est bien emmenée dans les courses, hein, parce que on a peut-être la tranquillité en dehors avec les familles, puis dans le paddock on a la tension avant les courses, toutes les problématiques propres à chaque équipe, et dans la course c'est la folie lorsqu'ils baissent la visière, donc c'est bien retranscrit tout ça, vraiment on a l'impression d'assister à un film, c'est spectaculaire, notamment Max
qui doit rendre sa place après avoir dépassé Hamilton à Bahreïn. Donc tout ça est bien expliqué, on a des extraits de la course, et voilà, je pense que on peut comprendre, excusez-moi, les éléments importants de la saison, même si c'est survolé, même si c'est raconté très vite. On a un accès privilégié dans l'épisode 2, tiens, avec le QG de McLaren. Alors ça, c'est vraiment super intéressant parce que on voit un tout autre point de vue. Je pensais pas que les difficultés de Ricardo étaient telles. Voilà, on le sent moins enjoué que par le passé, très tendu parce qu'il n'y arrive pas. Hein, voilà, il a eu un long temps d'adaptation à sa voiture avant de gagner à Monza. Donc on le ressent de l'intérieur. Et Netflix, tiens, nous raconte une rivalité entre Norris et Ricardo. Bon, j'ai envie de vous dire que chaque coéquipier sont rivaux, hein, c'est un petit peu normal. On veut être meilleur que son coéquipier, hein, c'est pour avoir le rôle de numéro 1 dans l'écurie. Mais on ressent tout de même qu'il y a une certaine tension parce qu'il y a une séquence, une réunion, après que Lando Norris ait dit ne pas avoir de compassion pour les mauvais résultats de Ricardo. Et là, vraiment, on pourrait se dire « Ah, Netflix exagère », et même moi, je vous avoue que j'ai pensé ça lors des premières séquences de l'épisode 1, où à un moment, ils nous disent quoi ? Ils nous disent les loyautés sont brisées et ils nous montrent Lando Norris et Daniel Ricciardo. Et là, j'ai tilté dès que j'ai vu ça, mais j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. Et ben, je vous avoue que j'ai changé d'avis dans cet épisode 2 lorsque j'ai vu cette séquence. Alors, ça résume pas toute la saison, hein, j'imagine, mais j'ai senti que c'était très froid entre les deux. On le sent clairement. Ricciardo qui essaye un petit peu de blaguer à un moment, ça passe pas du tout, c'est très très tendu autour de cette déclaration publique de Norris, donc voilà. Il y a du storytelling, je pense qu'il y a une part de vrai, après ça reste peut-être dans l'exagération, avec le montage, avec les intervenants qui vont donner leur point de vue, et ça reste leur point de vue, mais on raconte ça comme si c'est une vérité, donc voilà. Après oui, je suis d'accord, des fois il y a des erreurs techniques au montage, notamment dans les trailers. Le trailer de Drive to Survive saison 4, il était bourré d'erreurs. Il y a des gens qui ont essayé de décortiquer tout ça, donc on montrait soi-disant Verstappen alors que c'était Alex Albon la saison d'avant. Voilà, donc les voitures ne correspondaient pas, les pilotes aussi, rien ne correspondait. Ça peut arriver, j'ai pas vu ça dans le show. Je pense que ça serait assez fort quand même de faire de telles erreurs alors qu'ils étaient sur place et que du coup ils ont les séquences en main. Faire de telles bourdes, je pense que ça se limite surtout au trailer et ça a fait beaucoup, ça fait une mauvaise publicité je trouve pour peut-être pas grand chose, voilà. Parce que de ce que j'ai vu, ça reste fidèle à la réalité, il n'y a rien de grossier. Je trouve que les discussions en interne avec les équipes restent très intéressantes. Donc je vous ai parlé de Lando Norris, hein, notamment avec sa déclaration autour de Ricardo. On a des anecdotes, notamment un moment, Horner qui vient voir Verstappen à Monaco et qui lui dit Prost m'a raconté une chose, un jour il a été conduit par ton père à l'aéroport et il en est tombé presque malade parce que le père de Verstappen, qui était aussi pilote et champion du monde, je crois, si je dis pas de bêtises, a conduit un petit peu comme un fou et ça a rendu Alain Prost malade, qui était lui aussi champion du monde, hein, pilote français. Donc voilà, c'est unique ce genre de séquence, et il y en a plein comme ça. D'ailleurs, des choses qui m'ont beaucoup parlé aussi, je l'ai remarqué à l'épisode 3, à un moment on entend secteur 1 violet, Max. Qu'est-ce que ça veut dire ça, secteur 1 violet, pour ceux qui comprennent rien à ça? Ben, ça m'a fait plaisir parce que ce sont des choses pour moi par le passé que j'aurais zappé parce que c'était l'ingénieur qui le disait à Max Verstappen dans son casque. Mais là, j'ai tout saisi. Je me dis, secteur 1, c'est la première partie du circuit. Violet, ça veut dire meilleur chrono sur le secteur. Donc voilà, ce sont des choses que je peux comprendre maintenant. Après avoir été initié par ce show et avoir regardé la F1 de mon côté. Donc voilà, je voulais le souligner aussi. Ça fait plaisir après lorsqu'on revient là-dessus. La saison, sachez-le, elle s'articule autour de 2 points. Le premier, c'est le plus important, la rivalité Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui va durer toute la saison. Donc voilà, pour le championnat du monde, la première place. Et les autres épisodes vont s'articuler autour de différents thèmes. Donc on va voir à un moment, on va voir McLaren. Dans l'épisode 4, on va voir Haas. On va voir les pilotes de réserve aussi. Donc
on montre pas uniquement que la rivalité des deux premiers, on montre aussi d'autres problématiques liées au championnat et à la saison. Donc c'est pas mal, et ça s'articule là-dessus. Un épisode, on va voir la rivalité, l'épisode suivant, on va voir autre chose pour se changer les idées. Le problème avec cette technique, c'est qu'on a un effet de doublon, c'est-à-dire que dans l'épisode 1, par exemple, on voit la course de Bahreïn. Dans l'épisode 2, on la revoit encore pour aborder le point de vue de McLaren, donc qui a participé à cette course aussi. Donc c'est là où ça peut être un peu compliqué. Je pense que pour le spectateur lambda, ça passe. Parce qu'on se dit pas, ouais, cette course elle a lieu qu'une seule fois, donc c'est pas normal on la revoie. Je pense que ça passe, voilà. Pour les connaisseurs, c'est un petit peu plus particulier. On finit un petit peu par se lasser, se dire, allez, encore, ils vont nous remontrer ça. Bon, c'est bon, on l'a déjà vu tout à l'heure et tout. Ça fait effet de doublon, et je pense que parfois ça pourrait être enlevé. Pas tout le temps, hein, parce que c'est bien dans une histoire de raconter les différents passages, et parfois on est obligé de revenir sur certains événements. Ça serait trop superflu de raconter des événements qui doivent se produire par la suite dans un épisode antérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, je pense que c'est mieux de découper de la sorte pour pas mélanger plusieurs histoires à la fois. Netflix, ils se concentrent sur une histoire par épisode, et du coup, ça entraîne un effet de doublon. Mais j'ai envie de vous dire que ça passe. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça passe, parce que voilà, on comprend ce qu'ils veulent faire, et en général, ils font de sorte que ça dure pas trop longtemps. Les séquences... ah oui, il n'y a que 10 épisodes dans cette saison, donc pour tout raconter, c'est vrai que d'habitude, je crois que c'est autour de ça, il y en a peut-être un petit peu plus, donc il y a des moments qui sont zappés. Je pense notamment à la roue de Max à Bakou qui explose sur la ligne droite lorsqu'ils vont super vite. L'une des lignes droites, les plus rapides de la saison, peut-être même la plus rapide. Sa voiture qui se crache, un moment important parce que pour la lutte au championnat, Verstappen il prend 0 points, alors qu'Hamilton juste après il fait une erreur avec le fameux bouton magique et bloque ses roues et perd tout après le drapeau rouge. Donc c'est un moment important. Et pourtant, ils n'ont pas raconté la roue de Max qui explose. C'est un petit peu dommage, donc ils sont un petit peu obligés de zapper pour aller à l'essentiel et tout mettre dans 10 épisodes et pour pouvoir développer d'autres choses. Et notamment tout ce qui se passe en dehors des courses. Alors, il y a des séquences priceless. Je vais vous en raconter quelques-unes. 28 minutes dans l'épisode 3, ça c'est complètement fou. Hamilton qui regarde la voiture de Max en Autriche, et il retourne au garage chez Mercedes et il leur révèle les modifications de la voiture. Et vraiment, c'était super précis, et Toto Wolff qui note tout. Donc vraiment, ça c'est un truc qu'on va pas voir habituellement. C'est complètement fou, surtout que les micros sont là. Et il dit, j'ai fait des cauchemars de Bakou. Juste après ça, donc après son erreur avec le bouton magique. Du coup, ce sont des propos naturels, authentiques, qu'on n'a pas d'habitude. Hein, les langues de bois face au micro qu'on peut avoir en temps normal, ben c'est pas présent là. Là, on a une autre version qui est naturelle et ça passe bien plus. Je trouve que ça apporte une profondeur à l'ensemble, quelque chose qui nous manquait à nous lorsqu'on a vu la saison. Parce que voilà, hein, les pilotes, lorsqu'ils se présentent face à la presse, ce sont des propos calculés, validés par les managers, par le directeur de la communication et tout ça. Donc c'est un petit peu faussé, c'est un petit peu faux. Là, c'est authentique, c'est capturé parfois sans qu'il fasse trop gaffe. Donc vraiment, c'est priceless. À un moment, il parle aussi du Covid. Hamilton qui est tombé malade à un moment et qui a mis un moment à récupérer à 100%. Et on l'apprend que bien plus tard dans la saison, hein, qu'il a développé une phobie par rapport aux gens, parce que il veut pas attraper le Covid, parce que s'il loupe une course, il peut perdre le championnat. Voilà, c'est 25 points en moins et c'est le championnat perdu. Donc dans l'épisode 3, on le voit. Et lorsqu'il voit la foule à Silverstone qui revient, hein, les tribunes remplies, il a peur, hein, il se dit, mais franchement, ça me terrifie.
par cette phobie qu'il a développée. Donc ça aussi, très intéressant. Alors, une astuce qui est beaucoup utilisée dans la série pour faire monter la tension et pour nous raconter ça un petit peu comme un film, c'est qu'ils vont mettre des interviews et ils vont nous raconter un événement donné avant qu'arrive un événement donné sans le citer. Ils vont nous le raconter avec les interviews. Je vous donne un exemple. À Silverstone, ils nous disent que lui, c'est un combattant, un lion, il va tout faire pour gagner, etc. Donc on insiste beaucoup sur que Mercedes est en difficulté, Lewis Hamilton a des points en retard sur le championnat, donc c'est un combattant, il doit revenir, c'est le moment pour le faire. Sinon, le retard va être trop grand. Et justement, intervient juste après, vous le savez, l'accident de Verstappen provoqué par Hamilton. Donc tout ça est emmené doucement avec le storytelling et notamment les interviews des participants, des intervenants. Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein, des problèmes, un combat qu'il faut mener pour surmonter ce problème, et au final, on essaye de trouver une solution. Donc, soit on réussit, soit on échoue. Et là, voilà, ça s'articule souvent autour de ça, de cette technique, pour faire monter la tension, et ça reste spectaculaire parce que c'est pas juste une interview toute calme où on va devoir tout s'imaginer. Là, on a les images des courses, donc ça colle très très bien. Et je pense que ça apporte même une valeur ajoutée par rapport à la saison qu'on peut suivre à la télévision. D'ailleurs, l'accident à Silverstone, il est très spectaculaire, il est au ralenti, on a même des caméras embarquées sur la voiture de Verstappen et de Hamilton, mais je crois qu'on les avait aussi à l'époque, si on fouinait un petit peu sur Internet. Donc, vraiment, c'est complètement fou. Encore une fois, ça rajoute cet effet d'être à l'intérieur de tout ça. Et je trouve qu'il y avait une séquence bien classe, même si j'ai pas beaucoup aimé ce moment de cette saison, où Hamilton, avant de rattraper Charles Leclerc pour gagner la course, parle de son passé. Donc c'est un flashback, hein, comme dans les séries. Il va nous dire qu'il a toujours eu la rage de vaincre, que c'est ancré en lui, parce qu'à la récré, on le choisissait toujours en dernier. Du coup, pourtant, il était le meilleur. Il était bien meilleur que d'autres. Et il sous-entend que c'est parce qu'il est noir qu'on le traitait comme ça. Donc... et juste après, il réussit à dépasser Leclerc et à gagner. Donc, encore une fois, ça rajoute un effet spectaculaire. Tous ces procédés pour rendre l'ensemble d'autant plus bon. Voilà, tout simplement. Je cherchais mes mots. L'épisode 4, hein, je vais vous en parler vite fait. On parle aussi des petits. Donc, on revoit Gunther Steiner de l'équipe Haas, l'équipe américaine. Et l'épisode une montagne à gravir, une métaphore pour parler des difficultés de cette équipe qui est la plus mauvaise et qui a de fortes difficultés financières. Donc pour eux, c'est une montagne qu'ils doivent gravir, ce championnat de F1. Donc on nous parle des petits, les difficultés financières, les sponsors. D'ailleurs, c'est un petit peu... je vais pas dire drôle, hein, mais c'est voilà, avec le contexte avec la Russie, depuis Mazepin de leur pilote, il n'est plus pilote actuellement, le sponsor a été retiré, donc on voit l'effet avant-après, comme quoi ça peut très vite changer, et il y a des moments drôles aussi, qu'on voit Mick Schumacher, hein, le fils du pilote légendaire, d'ailleurs il y a des extraits de l'époque, on le voit faire du sponsoring avec Gunther, donc pour des produits, des publicités, hein, faire du shooting pour des pubs de certains produits qui n'ont rien à voir avec la F1, donc c'est complètement fou, et ils sont obligés pour survivre, donc ça fait partie de leur quotidien, et c'est un moment très drôle, et ça vient contrebalancer toute la tension qu'il y a dans la série. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que la formule reste la même que d'habitude, donc il n'y a pas de grosses nouveautés, c'est comme les 3 précédentes saisons, si ce n'est que là, on parle de la saison 2021 qui reste l'une des meilleures de l'histoire, donc pour moi c'est exceptionnel et juste pour ça il ne faut pas la louper, cette saison 4, même pour ceux qui ont suivi la saison, même pour ceux qui ne connaissent pas grand chose, je pense que c'est immanquable, c'est spectaculaire et je pense que ça va être dans le top 10 et j'espère pourquoi pas top 1. Ça va être un petit peu dur en ce moment avec Viking, mais on peut espérer. Et il y aura certainement des gens qui vont encore découvrir ce sport. Merci pour les membres soutiens, ça aide beaucoup, vous le savez, il n'y a pas de pub sur la chaîne, donc votre apport aide grandement. Et la vidéo sur les dramas coréens est déjà dispo pour les membres soutiens, donc n'hésitez pas. Merci et à très vite pour d'autres contenus et je vais retourner terminer ça parce qu'il me manque certains épisodes et vraiment exceptionnels.
Salut tout le monde.